Dans l'aviation, certains détails échappent aux passagers, mais influent fortement sur la performance, la sécurité et la maintenance d'un avion. L'un des aspects les plus impressionnants de l'ingénierie aéronautique moderne est l'Airbus A380, considéré comme l'un des plus grands avions de transport de passagers jamais construits par l'homme. C'est pourquoi, dans cette analyse, nous allons examiner quelques faits d'ingénierie insolites qui se cachent derrière cet énorme avion. Avant de commencer, merci de liker et de vous abonner à cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Et maintenant, commençons. Numéro 8. Il y a des avions qui ne sont pas seulement difficiles à construire, il est aussi difficile de concevoir la façon de les assembler. C'est ce qui s'est passé avec l'Airbus A380. Avant de pouvoir voler en tant qu'avion entièrement assemblé, il ressemblait d'abord à un puzzle, dont les pièces étaient réparties dans différents pays d'Europe. Des pièces différentes, des usines différentes. Les ailes sont fabriquées dans un endroit, le fuselage dans un autre, et l'assemblage final dans un autre pays encore. L'assemblage final se fait à Toulouse, en France, un grand centre aéronautique où toutes les grandes parties de l'avion sont réunies. Mais ce qui est vraiment impressionnant, ce n'est pas seulement l'assemblage, mais aussi la façon dont les pièces sont transportées jusque-là. Rien que les sections du fuselage, ces grandes parties cylindriques du corps de l'avion, sont tellement énormes qu'elles atteignent plus de 20 pieds de diamètre, ce qui les rend impossibles à transporter avec un système logistique classique. C'est pourquoi Airbus a mis en place un réseau de transport à plusieurs étapes, combinant bateaux, voies fluviales et routes. D'abord, les grandes pièces sont placées sur un navire cargo spécial qui traverse la mer jusqu'au sud de la France. De là, elles sont chargées sur de grands camions à plateau spécialement conçus pour supporter le poids et la largeur exceptionnelle de la cargaison. Ces camions avancent lentement, parfois à peine à la vitesse de la marche, tout en parcourant plus de 150 miles jusqu'à l'usine d'assemblage. Cela se fait même la nuit. En raison de la taille des pièces, elles ne peuvent pas être transportées aux heures normales car cela bloquerait toute la route. Dans certains endroits, il faut même modifier l'infrastructure elle-même. On élargit les routes, on ajuste les intersections et on modifie certains ponts juste pour que le convoi puisse passer. Selon Aviation Logistics Reports, ces convois sont même devenus une curiosité locale à cause de la taille énorme des pièces transportées, ressemblant à des bâtiments en mouvement au milieu de la province. Il y a aussi des pièces qui ne peuvent pas passer par la route. Pour les composants plus petits, on utilise des avions de transport spéciaux d'Airbus comme l'Airbus Beluga XL, un avion ressemblant à une baleine conçu pour transporter de grandes pièces d'avion. Mais même si le Beluga est aussi grand, il a quand même ses limites. Les plus grandes parties de l'A380, en particulier les ailes et les sections principales du fuselage, ne rentrent généralement pas dans l'avion. C'est pourquoi la combinaison de bateaux, de barges et de convois routiers reste le principal moyen de transport. En conséquence, avant même qu'un A380 ne soit assemblé à Toulouse, chacune de ces parties passe d'abord par 3 pays et 2 étendues d'eau. Un projet d'ingénierie qui ne concerne pas seulement l'avion, mais tout le système mondial qui doit bouger rien que pour le construire. Numéro 7. Lorsqu'on parle de gros avions, la plupart des gens pensent automatiquement à quelque chose de bruyant, lourd, et dont le décollage sur la piste s'entend de loin. Mais dans le cas de l'Airbus A380, c'est tout le contraire de l'un de ses objectifs de conception les plus impressionnants. C'est l'un des plus grands avions commerciaux jamais construits par l'homme. Mais en même temps, c'est aussi l'un des avions les plus soigneusement conçus pour être silencieux dans sa catégorie. Son silence n'est pas un hasard. Cela fait partie des décisions d'ingénierie fondamentale, du programme entier depuis le début. Dans l'industrie aéronautique, le bruit des avions est important car il affecte directement les aéroports et les communautés environnantes. Si un avion est trop bruyant, les aéroports peuvent limiter ses heures d'opération, réduire le nombre de vols ou imposer des redevances sonores plus élevées. C'est pourquoi, lors du développement de l'A380, l'un des principaux objectifs était de réduire le bruit des moteurs et l'empreinte sonore globale. Selon des études d'ingénierie aéronautique, l'A380 utilise des turboréacteurs à fort taux de dilution comme le Rolls-Royce Trent 900 et l'Engine Alliance GP7 1270 qui sont plus efficaces et plus silencieux que les moteurs des générations précédentes. Le principe ici est simple, mais efficace. Plus d'air passe à l'extérieur du cœur du moteur qu'à l'intérieur de la chambre de combustion. Cela signifie qu'un volume d'air plus important, déplacé lentement, génère la poussée, ce qui est plus silencieux que le bruit d'échappement rapide des moteurs classiques.
En plus des moteurs, il y a aussi des matériaux acoustiques spéciaux à l'intérieur du carter du moteur qui absorbent les vibrations sonores avant qu'elles ne se propagent dans l'environnement. La conception des ailes de l'avion est également optimisée pour réduire le bruit aérodynamique, surtout lors des phases d'atterrissage et de décollage, lorsque l'avion est proche des zones résidentielles. Même le train d'atterrissage, qui est généralement bruyant sur d'autres gros avions, est équipé de carénage aérodynamique pour réduire les turbulences d'air pendant la descente de l'avion. Au final, le résultat est un avion plus silencieux que ce à quoi on pourrait s'attendre compte tenu de sa taille. Dans les grands aéroports comme Londres, Heathrow, Singapour, Changi, l'aéroport international de Dubaï, Francfort et Sydney, les évaluations de l'impact sonore pour les riverains ont montré que le profil sonore de l'A380 est plus acceptable que celui des anciens jumbo jets comme le Boeing 747. Dans la cabine, surtout au pont supérieur, le calme est plus perceptible en vol de croisière et les conversations sont plus claires. L'ambiance est plus détendue et le bruit en cabine mieux contrôlé que sur les anciens avions. Pour un avion qui pèse autant qu'un petit immeuble, le concept est vraiment unique. Il ne crie pas dans le ciel, il passe presque silencieusement au-dessus du monde. Numéro 6. Dans le monde de l'aviation commerciale, on pense généralement aux sièges, aux allées, à la nourriture et à quelques écrans de divertissement. Mais tout a changé grâce à une chose, la taille. Il possède une surface de cabine presque aussi grande qu'une petite maison. Et il dispose de 2 ponts passagers complets, offrant un espace jamais vu dans les avions commerciaux précédents. Grâce à cela, le concept du voyage aérien a changé. Ce n'est plus seulement un moyen de transport, c'est devenu comme un hôtel volant. L'une des toutes premières compagnies à exploiter pleinement le potentiel de cet avion a été Emirates. Avec leur flotte d'A380, ils ont introduit des suites de douches à bord pour les passagers de première classe. Ce n'est pas une simple toilette. Ce sont des cabines de douche entièrement conçues avec des sols chauffants, des miroirs éclairés et une alimentation en eau chaude contrôlée provenant directement des systèmes embarqués de l'avion. Le temps de douche est limité car il faut gérer l'eau et la répartition du poids pendant que l'avion est en altitude de croisière. Mais malgré cela, c'est devenu un symbole de l'expérience aérienne de luxe. En plus des douches, Emirates a aussi installé un salon sur le pont supérieur. C'est un espace social où les passagers de la classe affaires et de la première classe peuvent se détendre, manger des encas légers, boire des boissons et discuter pendant le vol. C'est comme un petit bar à l'intérieur de l'avion. Un concept qui, autrefois, n'était pas considéré comme possible dans l'aviation commerciale. Certaines compagnies aériennes ont poussé encore plus loin l'idée de l'intimité. La compagnie Singapore Airlines a introduit des suites fermées avec des portes coulissantes, une garde-robe personnelle et un véritable lit. Il existe même des configurations où 2 suites peuvent être combinées pour former un lit double, une caractéristique rare dans l'aviation commerciale. D'autres compagnies aériennes, comme Etihad, ont adopté le concept de résidence. Un espace privé à plusieurs pièces, semblable à un appartement à l'intérieur de l'avion. Cela inclut un salon, une chambre et une salle de bain privée avec douche. Selon les rapports d'aviation, ce niveau de luxe n'a été rendu possible que grâce au volume de cabine inégalé de l'Airbus A380. Mais ce n'est pas simplement une simple montée en gamme. Cela implique également une ingénierie lourde, notamment pour les systèmes d'eau, le drainage et la gestion du poids de l'appareil. En aviation, chaque ajout de fonctionnalité augmente la complexité. C'est pourquoi derrière les douches, les salons et les suites privées, il y a tout un système d'ingénierie qui fonctionne uniquement pour maintenir la stabilité de l'avion pendant qu'il vole à haute altitude. Numéro 5. En regardant un avion aussi énorme que l'Airbus A380, il est facile de penser que toutes ses parties doivent être extrêmement rigides et presque immobiles. Mais l'une des caractéristiques les plus fascinantes de l'ingénierie aéronautique moderne est tout le contraire. L'aile n'est pas rigide, elle est flexible. Chaque aile de la A380 s'étend sur environ 261 pieds d'une extrémité à l'autre. C'est même plus large qu'un terrain de football à l'échelle. Dans sa construction, on utilise une combinaison d'alliage d'aluminium et des matériaux renforcés de fibres de carbone pour atteindre le bon équilibre entre la résistance et le poids. C'est ici que les ingénieurs doivent prendre une décision critique. L'aile ne doit pas seulement être solide, elle doit aussi être légère. En aviation, chaque kilo supplémentaire a un impact direct sur la consommation de carburant et la performance. Et c'est ici qu'entre en jeu un comportement inattendu des ailes. En vol réel, quand l'avion monte et que la portance croît, l'extrémité de l'aile peut se courber vers le haut jusqu'à 4 mètres, montrant que l'aile se plie. Vers le haut d'environ 4 mètres, ce qui signifie que l'aile bouge littéralement et s'ajuste à la force du vent.
On peut particulièrement le voir au décollage, lorsque la portance commence à augmenter et que la charge passe du train d'atterrissage aux ailes. Ce n'est pas un défaut de conception. C'est une caractéristique d'ingénierie voulue. Si l'aile est rendue trop rigide, il faudra la renforcer énormément, ce qui entraînera une structure plus lourde et une consommation de carburant plus élevée. À la place, les ingénieurs ont permis une flexibilité contrôlée. Lorsqu'il y a des turbulences ou une rafale de vent soudaine, l'aile se plie pour absorber le choc avant de revenir à sa position normale. C'est un peu comme le principe d'une canne à pêche. Elle ne se rigidifie pas face à la force, mais suit le mouvement pour éviter de se briser. Lors de la phase de test de l'avion, les ailes ont également été soumises à un test de charge structurelle extrême dans les installations de Toulouse. Ici, les ailes ont été délibérément soumises à des forces bien supérieures à toutes les conditions opérationnelles normales, environ 50% au-dessus du niveau de contrainte maximale attendu. À l'aide de systèmes hydrauliques, toute l'aile a été tirée vers le haut jusqu'à atteindre une déflexion extrême d'environ 24 pieds. À ce moment-là, la structure a atteint son seuil de rupture dans des conditions de laboratoire. Il est important de noter que ces charges excèdent largement celles rencontrées lors d'un vol commercial réel. Ce test ne vise pas à constater la casse en usage normal, mais à démontrer jusqu'où va la marge de sécurité en termes de résistance. Et dans le cas de l'Airbus A380, il est clair que ces ailes n'ont pas été conçues uniquement pour voler. Elles ont aussi été conçues pour pouvoir s'ajuster, fléchir et survivre à des forces bien au-delà des conditions normales de l'aviation. Numéro 4. Dans l'aviation, ce n'est pas seulement l'avion qui doit s'adapter à la technologie. Parfois, c'est le monde entier qui doit changer. C'est ce qui s'est passé avec l'arrivée de l'Airbus A380. Lorsqu'il a été présenté pour la première fois, un gros problème est rapidement devenu évident. La plupart des aéroports n'étaient pas prêts pour sa taille. Son envergure à elle seule, atteignant environ 261 pieds, dépassait déjà la conception standard de nombreuses portes d'embarquement, voies de circulation et pistes d'aéroport, qui étaient basées sur des avions gros porteurs, plus petits comme le Boeing 747. Mais l'envergure n'était pas le seul problème. Le train d'atterrissage de l'Airbus A380 peut supporter un poids maximal au décollage d'environ 560 tonnes réparties sur 22 roues. Cela signifie qu'il exerce un niveau de pression totalement différent sur les surfaces des pistes et des voies de circulation par rapport aux générations précédentes d'avions. C'est pourquoi de nombreuses infrastructures aéroportuaires ont été évaluées et modernisées, un simple ajustement étant souvent insuffisant. Il a fallu élargir les voies, renforcer le revêtement et modifier l'espacement des portes d'embarquement pour que l'appareil puisse circuler et manœuvrer en sécurité. Un autre facteur clé est la poussée des moteurs. Lors du décollage, le souffle provient des 4 réacteurs. Les gros moteurs étant très puissants, il faut des zones de sécurité et de protection contre le souffle bien plus larges que pour les autres appareils. Ainsi, non seulement l'ingénierie de l'avion a été impactée, mais aussi les normes de conception des aéroports, les procédures opérationnelles et la planification de la sécurité qui ont dû être mises à jour. Dans certains grands aéroports, comme l'aéroport de Londres Heathrow, les terminaux et les voies de circulation ont été conçus dès le départ en pensant à l'Airbus A380. Des passerelles d'embarquement à 2 niveaux peuvent se connecter en même temps au pont supérieur et au pont principal, une caractéristique rare dans l'aviation. À l'aéroport international de Los Angeles, le terminal Tom Bradley a également investi dans des améliorations pour répondre aux exigences des opérations de l'A380, y compris des portes renforcées et des voies de circulation plus larges. À l'aéroport international de Dubaï, cet avion est devenu l'appareil central dans la conception du terminal 3 et de la concourse A, où tout le système a été optimisé pour des opérations à haut volume de l'A380, y compris les systèmes d'intervention d'urgence. Il a fallu procéder à des mises à niveau. Comme le pont supérieur de l'appareil se trouve à environ 25 pieds du sol, tous les équipements de secours standards des aéroports ne peuvent pas l'atteindre immédiatement. C'est pourquoi même les camions de pompiers et les échelles de secours ont dû être adaptés et améliorés. En d'autres termes, l'Airbus A380 n'est pas simplement entré dans le système aéronautique. Il a obligé à changer le système même qui allait l'accueillir. Un avion qui n'est pas seulement un produit de l'ingénierie, mais qui est aussi la raison pour laquelle toute l'infrastructure aéroportuaire du monde entier a évolué. C'est la raison pour laquelle toute l'infrastructure aéroportuaire du monde entier a évolué. Numéro 3. Ce programme est l'un des plus grands investissements industriels de l'histoire de l'aérospatiale européenne, avec un coût de développement estimé à environ 25 milliards de dollars, selon les rapports de l'industrie. La vision à l'époque était claire. L'avenir de l'aviation long courrier était centré sur de grands avions capables de transporter plus de passagers vers quelques grands aéroports principaux.
En raison de la demande croissante et des aéroports congestionnés, la logique était simple. Un avion plus grand, plus de passagers par vol, une utilisation plus efficace des créneaux. Sur le papier, le concept semblait parfait. L'Airbus A380 a été conçu pour transporter plus de 800 passagers en configuration haute densité, ou environ 400 à 500 passagers dans la configuration typique à 3 classes utilisée par la plupart des compagnies aériennes. Mais pendant que l'on construisait le plus grand avion de passagers, un autre grand changement se produisait silencieusement dans l'industrie. D'autres constructeurs, au lieu de suivre la tendance des super jumbo, sont partis dans une autre direction. Cela a été mené par Boeing avec le développement du Boeing 737 Dreamliner plus petit, plus léger, plus économe en carburant et plus flexible pour la planification des itinéraires. Le concept n'était plus de transporter plus de passagers sur un seul vol, mais d'offrir des vols directs même si le grand avion n'est pas plein. C'est là que la stratégie des compagnies aériennes a changé. Au lieu de passer par les aéroports de correspondance, les liaisons point-à-point se sont renforcées avec des vols directs d'une ville à une autre, comme Austin vers Londres ou Perth vers l'Europe. L'effet de cela a été de réduire progressivement la dépendance au modèle Hub and Spoke, qui était à l'origine de la logique de conception de l'Airbus A380. Avec l'expansion de l'utilisation des avions bimoteurs modernes comme le Boeing 737 Dreamliner et l'Airbus A350, les compagnies aériennes sont devenues plus flexibles dans leur réseau de routes. Il leur est plus facile de desservir de nouvelles destinations, et il n'est plus nécessaire de remplir un très gros avion juste pour que la route soit rentable. Parallèlement, les règles de sécurité pour les longs courriers, tels que les TOPS, se sont améliorées, autorisant les avions bimoteurs à emprunter des routes océaniques autrefois réservées aux quadrimoteurs. Avec le temps, les compagnies aériennes ont préféré la flexibilité à la capacité maximale. Les passagers ont aussi préféré les vols directs aux correspondances dans les hubs. Progressivement, la viabilité économique des super jumbo s'est affaiblie. En 2019, Airbus a officiellement annoncé qu'il allait arrêter la production de l'Airbus A380. Selon les rapports, l'une des principales raisons était la réduction des commandes d'Emirates, qui était le plus grand client de l'appareil. Au total, seulement environ 251 unités ont été livrées dans le monde entier, ce qui est loin des prévisions initiales lors de la phase de développement. Au final, l'A380 reste un paradoxe dans l'histoire de l'aviation. Un chef-d'œuvre d'ingénierie qui a changé les standards de la conception des avions. Mais en même temps, il est aussi devenu le symbole de la façon dont, parfois, la perfection technologique ne suffit pas lorsque la direction du monde change. Numéro 2. Au début de la pandémie mondiale, en 2020, presque toute l'industrie de l'aviation s'est arrêtée. Les voyages internationaux se sont effondrés et de nombreuses compagnies aériennes ont réduit leur flotte pour limiter les coûts. À cette époque, de nombreux avions A380 ont été retirés du service actif. Certains ont été envoyés dans des sites de stockage à long terme dans le désert, en Espagne, dans le centre de la France et le sud-ouest des États-Unis, où le climat sec favorise le stockage de gros avions. Là-bas, ils sont simplement alignés sur de longues pistes de tarmac immobiles, les moteurs couverts, ressemblant à des machines géantes endormies. Certains avions n'ont jamais été remis en service. Selon les rapports d'aviation, certaines unités ont été démontées pour servir de source de pièces détachées, et d'autres ont finalement été mises dos à la casse car leur réactivation coûtait plus cher que leur valeur opérationnelle. Ces images sont devenues le symbole d'une époque. L'arrêt soudain de l'aviation mondiale a poussé de nombreux analystes à dire que l'ère des super jumbo jets était terminée. Mais l'histoire a changé. Entre 2022 et 2023, les voyages internationaux ont repris avec une demande en forte hausse, surtout sur les longs courriers premium. Des routes comme Londres vers Dubaï, Sydney vers Singapour et Francfort vers New York se sont rapidement remplies. À ce moment-là, les compagnies aériennes ont constaté un manque de capacité pour les avions gros porteurs plus petits. C'est là que l'A380 est réapparue, non pas comme une machine dépassée, mais comme une solution à la surcharge soudaine de passagers. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas simple de remettre en service un avion qui a été stationné. La réactivation de l'A380 est un processus d'ingénierie complexe. Il faut procéder à une inspection complète de toute la structure de l'appareil. Les moteurs sont redémarrés et testés, et s'il le faut, entièrement révisés. On remplace les joints desséchés pendant le stockage. Les systèmes hydrauliques inutilisés depuis longtemps sont réparés, vérifiés, puis subissent des essais complets des commandes de vol avant d'être autorisés à revoler. Selon les normes de maintenance aéronautique, ce processus peut prendre de quelques semaines à plusieurs mois selon la durée du stockage.
Mais malgré cela, cela reste économiquement viable pour de nombreuses bateaux-compagnies aériennes. Les revenus élevés sur les routes très demandées dépassant les coûts de réactivation, certaines compagnies aériennes sont revenues sur leurs décisions. Les A380, auparavant retirés, ont été remis en service pour des opérations long courrier. Certaines compagnies aériennes l'ont déployé sur des routes vers l'Asie et l'Amérique du Nord depuis leurs principaux hubs. D'autres l'ont utilisé pour des opérations charter ou en location avec équipage, où la capacité maximale de passagers compte. Et au milieu de tout cela, l'engagement d'Emirates, l'un des plus grands opérateurs de l'A380, est resté stable, continuant d'utiliser cet avion comme appareil principal sur son réseau long courrier pour les années à venir. La leçon la plus importante du retour de l'A380 n'est pas technique mais économique. Dans l'aviation, ce n'est pas toujours le plus efficace sur le papier qui l'emporte. Parfois, c'est Tournichon, c'est le plus pratique qui l'emporte lorsque la demande revient à une échelle que seuls les gros avions peuvent nous satisfaire. Numéro 1. Certaines machines de l'aviation ne résultent pas uniquement de l'ingénierie. Parfois, ce sont des expériences pour voir jusqu'où l'homme peut repousser les limites du design, de l'économie et des besoins du monde. C'est le cas de l'Airbus A380. Par sa taille, la complexité de ses systèmes et le nombre de ses composants, c'est un avion qui semble avoir été conçu pour une autre époque, pas pour le marché de l'aviation tel qu'il existe aujourd'hui. Dans l'industrie aéronautique moderne, la flexibilité est désormais privilégiée. Il est plus important d'avoir plus de routes, plus d'aéroports à desservir et des opérations plus économiques grâce à des avions gros porteurs bimoteurs comme le Boeing 787, Dreamliner et l'Airbus A350. La direction de l'industrie est claire, plus petit, plus efficace, plus adaptable. Avec ce changement, il est devenu de plus en plus évident que le concept d'avion super jumbo n'est plus adapté à la nouvelle organisation du transport aérien mondial. Mais malgré cela, on ne peut nier l'énorme contribution de l'A380 à l'histoire de l'aviation. Selon les archives de l'aviation et les données de l'industrie, seules quelques centaines d'unités ont été produites, et chacune est composée de millions de composants provenant de centaines de fournisseurs dans différents pays. Un véritable réseau d'ingénierie est nécessaire pour assembler chaque avion. Lorsqu'il passe par l'aéroport, ce n'est pas un spectacle ordinaire. Même de loin, les passagers, le personnel au sol et même les pilotes d'autres avions ne peuvent s'empêcher de le regarder. À cause de l'aviation, il est rare qu'une chose attire vraiment le regard. Mais l'A380, c'est différent. Ce n'est pas à cause du bruit, mais à cause de sa taille. Un avion qui ressemble plus à une structure flottante qu'à un avion ordinaire. Au fil du temps, l'économie de l'aviation devient de plus en plus claire. Les compagnies aériennes privilégient les avions capables d'opérer plus fréquemment, plus flexibles et plus faciles à remplir de passagers. C'est pourquoi les modèles comme le 787 et l'Airbus A350 restent dominants, car ils sont mieux adaptés aux voyages point à point qu'aux grands systèmes de hub. Dans cet environnement, la réalité devient plus évidente. L'Airbus A380 n'est pas devenu la norme du futur. C'était la dernière grande manifestation de l'idée que pour résoudre le transport aérien, il fallait maximiser la taille des avions. Mais avec le temps, cette idée a été remplacée par une approche plus pratique. Cependant, son histoire n'est pas encore terminée. Dans les années à venir, de nombreux Airbus A380 continueront de voler sur les routes long courrier, en particulier sur les corridors à forte demande où le volume est plus important que la flexibilité. Et un jour, son dernier vol arrivera, un atterrissage, un roulage vers la porte et un moment de silence après l'arrêt des moteurs. Ce n'est pas seulement un avion qui disparaîtra alors, mais toute une ère de conception aéronautique. C'était l'époque où le monde a testé jusqu'à quelle taille l'homme pouvait faire voler un avion, et jusqu'où une idée pouvait nous emmener. Et si l'on y pense, l'A380 n'est pas seulement un avion. C'est un rappel que dans l'aviation, on ne gagne pas toujours. Le plus pratique au départ, parfois le plus ambitieux, devient le plus emblématique. Il ne s'agit pas seulement de la taille de l'appareil, mais surtout de la vision ayant motivé sa création.